Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un paradoxe fascinant, celui de l'investissement macroéconomique. D'un côté, on a la science, la rigueur des modèles mathématiques. Et de l'autre, on a l'art, l'intuition nécessaire pour naviguer dans l'irrationalité des marchés. Des marchés qui, au fond, ne sont que le reflet de nos comportements humains. C'est précisément à cette intersection que se joue toute la différence entre un bon stratège et un stratège d'exception. La question qui se pose, la question fondamentale pour tout le monde dans ce domaine, c'est donc celle-ci. Au milieu de ce vacarme permanent, de ce flot continu de données, d'infos, d'opinions, comment fait-on pour trouver le vrai signal? Comment l'isoler de tout ce bruit de fond? C'est ce défi immense qu'on va décortiquer ensemble. Et pour nous guider, cette citation d'Igor Yelnik est juste parfaite. Elle pose le cadre de toute notre réflexion. L'investissement macro, c'est un mélange de trois choses. La science, pour la rigueur, l'art, pour l'intuition, et le sport, pour la discipline et l'esprit de compétition. Alors commençons par les fondations, par le socle, la science. Ok, première approche. On enfile la blouse du scientifique, de l'ingénieur. L'idée ici, c'est que derrière le chaos apparent des marchés, il y a des lois, des schémas qui se répètent, des dynamiques cachées. Et que, bien sûr, avec les bons outils mathématiques et statistiques, on peut non seulement les modéliser, mais aussi, idéalement, les prédire. Pour rendre ça très concret, regardons un peu les données. Ce tableau, il quantifie des moments de panique absolue, des moments qui semblaient être du pur chaos. Mais l'approche scientifique, elle, va chercher à mesurer. On voit une baisse en pourcentage, une durée en jours, on peut même en déduire une vitesse de chute. L'idée, c'est de chercher des régularités. Est-ce que par exemple la vitesse d'un crash nous dit quelque chose sur sa profondeur? C'est ça la démarche scientifique. Et là on entre dans le cœur du réacteur de l'analyse quantitative. Des concepts comme la distribution exponentielle étirée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est assez simple à comprendre. Les modèles classiques, de type loi normale, considèrent que les événements extrêmes sont quasi impossibles. Or, on sait que c'est faux. Cet outil, lui, est une façon mathématique d'intégrer cette réalité. Il permet de modéliser ce qu'on appelle les fat tails, les queues de distribution épaisse. En gros, c'est la science qui admet enfin que les signes noirs sont beaucoup plus fréquents que la théorie classique ne voulait bien le dire. Mais, il y a un gros mais, comme le souligne cette citation avec une honnêteté brutale. Malgré toute la sophistication des modèles, toute la puissance de calcul, la prédiction des grands points de rupture, des véritables tournants, ça reste le talon d'Achille. On est souvent très bon pour expliquer après coup pourquoi quelque chose s'est passé. Mais pour anticiper le virage qui arrive, le bilan est, disons-le, assez décevant. La science seule se heurte ici à un mur. Alors, la réponse logique à cette limite, c'est la macro-systématique. L'idée, c'est de pousser la philosophie scientifique jusqu'au bout. Construire une véritable machine à investir. Un processus algorithmique, froid, qui fonctionne sans l'intervention subjective de l'humain. Tout est basé sur des règles, des contrôles de risque hyper stricts et surtout une discipline de fer pour éradiquer les biais émotionnels qui nous coûtent si cher. C'est la quête de l'objectivité absolue. Et maintenant, on change complètement de perspective. On passe à l'antithèse, à l'autre hémisphère du cerveau. Si les marchés ne sont pas qu'une grande équation à résoudre, alors qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, pour cette deuxième école de pensée, ils sont un théâtre. Un théâtre d'émotions, de psychologie de foule, de récits qui naissent et qui meurent. Bienvenue dans l'art de l'investissement. Cette phrase d'Edward Lemmer, elle est fondamentale. Elle nous rappelle quelque chose d'essentiel sur notre propre nature. Notre cerveau est une machine à repérer des schémas et à construire des histoires pour donner un sens au monde. Et les marchés financiers, c'est le terrain de jeu parfait pour cet instinct. Les prix ne bougent pas dans un vide logique. Ils bougent parce qu'un récit, une histoire collective est devenue dominante. Que ce soit l'histoire de la nouvelle économie ou celle de la crise imminente. Et ça, c'est une leçon absolument vitale. Vous voyez une régression statistique, avec son air carré, ça a l'air d'une rigueur scientifique absolue. Mais si vous enrobez ça dans une histoire qui a l'air plausible, ça devient une arme de persuasion redoutable, même si le lien de cause à effet est totalement faux. L'art du stratège ici, ce n'est pas de jeter les chiffres, c'est de regarder les images, de regarder les graphiques, c'est de sentir les dynamiques, les ruptures, que les chiffres bruts d'un modèle ne captureront peut-être jamais. Le point central de cette approche comportementale, il est donc là. Elle dit tout simplement qu'il n'y a pas de lien mécanique, de lien automatique entre une donnée économique, disons la croissance, et le prix d'un actif. L'élément qui manque entre les deux, c'est le filtre humain. C'est l'histoire que les investisseurs se racontent à propos de cette croissance. C'est ce récit qui va déterminer si cette bonne nouvelle est une très bonne nouvelle, une nouvelle déjà dans les prix ou en fait une déception. Alors, comment on fait? On choisit son camp? Science contre art? En fait, pas du tout. Les stratèges d'élite, leur vrai talent, ce n'est pas de choisir, c'est de fusionner ces deux visions du monde qui semblent pourtant irréconciliables. C'est de créer une approche qui intègre les deux. Mettons-les face à face. D'un côté, on a le fondamentaliste, le scientifique. Il calcule une juste valeur théorique.
Son job, c'est de trouver quand le prix s'en écarte. De l'autre côté, le comportementaliste, l'artiste. Lui, il essaie de comprendre l'histoire du moment, sa puissance, sa durée de vie. Le stratège d'exception, il fait le pont entre les deux. Il se demande « Ok, mon modèle me dit que cet actif est sous-évalué. Mais est-ce que l'histoire qu'il plombe est en train de s'essouffler ?» C'est là, à cette intersection, que se trouvent les meilleures opportunités. Et le résultat, cette synthèse, c'est une analyse de très haute qualité. Et elle a 4 caractéristiques. Premièrement, elle apporte quelque chose de neuf. Elle transfère un vrai capital intellectuel. Elle ne se contente pas de répéter ce que tout le monde dit. Deuxièmement, elle est cohérente, bien structurée. Troisièmement, et ça ce n'est pas négociable, elle est totalement indépendante. Et enfin, elle s'attaque à des sujets pertinents, des sujets d'actualité. Son but, c'est de donner un cadre pour réfléchir, pas forcément de donner un chiffre précis. Ce qui nous amène à la question finale. Dans ce cadre si exigeant, qu'est-ce qui fait vraiment, mais alors vraiment, la différence? Où est-ce qu'il se cache, cet avantage concurrentiel, cet alpha analytique qui sépare les meilleurs des autres? Eh bien voilà les traits qui reviennent sans cesse. La clé de voûte, c'est une indépendance d'esprit, farouche. À une époque où les données sont accessibles à tous, la seule chose qui a de la valeur, c'est la capacité à les interpréter de manière unique, créative. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup des meilleurs travaillent dans des petites structures, des boutiques, pour protéger cette liberté de penser. Et dans ce monde-là, l'originalité, voire une petite touche d'excentricité, ce n'est plus un défaut, c'est une qualité. Et on va se quitter sur cette question, une question qui, je crois, va bien au-delà de la finance. À l'heure où l'information est partout, instantanée, où une intelligence artificielle peut faire en quelques secondes des analyses que l'humain mettrait des jours à faire, est-ce que la capacité à penser différemment, à être radicalement indépendant, à faire cette synthèse entre l'art et la science, n'est pas au final la seule et unique compétence rare et précieuse qui nous reste? C'est une question que chaque professionnel, je crois, est amené à se poser aujourd'hui.